Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'esclavage... Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. Ne fait et ne dit que le strict minimum. Des Européens. Ouais, je sais, c'est assez étonnant. Nous allons pourtant parler d'une traite qui a eu lieu sur plusieurs siècles et visait majoritairement les Européens et plus particulièrement les Slaves. Si vous y réfléchissez bien, comment dit-on esclave en anglais aujourd'hui? Slaves. Slaves. On comprend donc tout de suite qu'il y a une corrélation entre ces peuples européens, que l'on appelle les Slaves, et le statut d'esclave. D'ailleurs, le terme esclave vient du latin slavius. Le mot apparaît pour la première fois en 937 dans un manuscrit en remplacement du mot servius. Le terme esclave provient donc justement de la période que nous allons traiter. Je vous propose dans cette vidéo de chercher à comprendre comment et qui faisait fonctionner cette traite dite des Européens. Sujet extrêmement difficile puisque très peu d'historiens se sont penchés sur la question et des historiens français encore moins si ce n'est aucun. Il y a pourtant de nombreux travaux d'historiens qui le mentionnent cet esclavage. On peut citer notamment les travaux de Charles Verlinden, de Robert Latouche, de Philippe Sénac, de Maurice Lombard, mais aucun d'entre eux n'ont directement traité la question, contrairement à un historien russe, Alexandre Skirda. Alexandre Skirda y a dédié un livre à cette traite et il est justement disponible sur YouTube une conférence d'historiens martiniquais qui nous relate l'histoire de cette traite en se basant sur le livre de Monsieur Skirda. Messieurs, c'est à vous. On appelait Slaves même des gens qui venaient d'Islande, mais les Slaves c'était des gens d'Europe centrale, à telle enseigne qu'à partir du 9e siècle, il y a eu une identité entre le rôle d'esclave et le nom de ces peuples-là. Il s'étend, cet esclavage, du 8e au 19e siècle. Ça veut dire pratiquement 1000 ans. C'est un phénomène qui a aussi résisté au grand changement, à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, par exemple, qui a résisté à la Révolution française avec toutes les idées nouvelles de droits de l'homme que ça apportait. D'ailleurs, la Révolution française a des rapports ambigus avec l'esclavage. L'espace aussi, sur lequel il s'étend, est assez vaste. Il s'étend sur 3 grands espaces, on va dire, de l'époque, 3 mondes, 3 ères de civilisation. C'est d'abord l'Europe occidentale, qu'on appelle aussi l'Occident chrétien. L'Europe orientale, 3e espace concerné par cet esclavage des Blancs, c'est le monde arabo-musulman, toute l'Afrique du Nord, pour aller jusqu'à l'actuel Moyen-Orient. Bon, comme ça, le cadre spatio-temporel est posé, nous n'avons plus qu'à l'approfondir. Avant toute chose, définissons tout d'abord la notion de traite. Pourquoi peut-on parler de traite des Européens ? Ce que l'on appelle traite peut sous-entendre plusieurs formes d'exploitation envers un groupe d'êtres humains. La prostitution, l'esclavage et le travail forcé. Dans notre cas, il est question de la mise en esclavage répétée et à grande échelle d'une partie de l'Europe, les peuples slaves, durant une longue période. Les moyens mis en œuvre pour récupérer cette marchandise humaine changeront au cours des siècles, mais le résultat sera bel et bien le trafic d'Européens à destination du monde arabo-musulman dans un premier temps et qui deviendra l'Empire ottoman à la fin du XIIIe siècle. Bon, étudions maintenant les principales routes qui organisaient le commerce et qui étaient par conséquent empruntées par les marchands et leurs esclaves. 6 zones, en partie interconnectées par la traite, peuvent être distinguées. La première s'étend de Bristol à Verdun et Paris, avec une liaison vers Arles. Nous savons que des marchands de Verdun faisaient la traite des esclaves, probablement razziés dans le nord-est de l'Europe, avec l'Espagne musulmane. On sait qu'à la fin du Xe siècle, le centre de ce commerce des esclaves et des eunuques était Verdun. D'après Liutprand, ce commerce rapportait un énorme bénéfice. On distingue aussi un énorme réseau organisé autour des populations slaves et hongroises, la région entre la Volga et la Caspienne, les routes du Nord, de l'Irlande et de Bristol à Cordoue, de Londres au pays des Frisons et de là jusqu'à Kiev, et le réseau vénitien. Enfin, celui établi entre l'Espagne arabo-musulmane et le Maghreb. La quasi-totalité de ces réseaux aboutit finalement vers les régions du Sud, à l'exception de Venise, qui joue déjà un rôle d'intermédiaire dans un circuit nord-sud. Le grand commerce de Venise est celui des esclaves slaves de la côte dalmate. En 876, le doge l'interdit vainement. Les marchands vendent même, au milieu du 9e siècle, des esclaves chrétiens. Mais les vrais maîtres d'œuvre de ces trafics apparaissent être les puissances méridionales, empire byzantin et monde arabo-musulman. Les mécanismes à l'origine de la production de tant d'esclaves en Europe sont simples.
Il résulte des invasions, notamment mongoles venues de l'Est, mais également des marchands de Bristol et de Londres, ainsi que des Vikings, grands architectes des circuits d'esclaves, enserrant l'Europe du Nord de l'Ouest à l'Est. La période de consolidation des royaumes barbares établis sur les ruines de l'Empire romain est synonyme de guerres incessantes. À cela s'ajoutent les conflits avec les mondes byzantins et arabo-musulmans. Au total, c'est donc la guerre qui est la grande pourvoyeuse d'esclaves, au détriment des populations d'Europe, et notamment du monde slave, et au bénéfice des régions méditerranéennes. À cette traite doit s'ajouter la piraterie et les trafiquants d'esclaves. La principale menace vient du Maroc, d'Algérie, de Tunis et de Tripoli, qui forment alors la côte des Barbaresques. C'est de là que les pirates, soutenus par ces États, lancent leurs attaques contre les navires marchands européens. Durant 3 siècles, 1 million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité, comme galériens ou domestiques. Seuls quelques-uns parviennent à rentrer chez eux, comme Harkolufs. Leur récit nous ouvre une fenêtre sur leur vécu et sur la culture barbaresque. Donc en gros, nous avons une traite qui dure du 8e au 18e siècle et qui est le résultat de la guerre, de la piraterie et du commerce entre monde occidental et monde musulman. On peut noter l'acceptation de l'Église catholique en ce qui concerne la traite, en vue de la nécessité économique de cette dernière. En effet, après la chute de l'Empire romain, on observe un réel effondrement économique dans le monde occidental, au profit du monde oriental, récupérant ainsi les capitaux. L'Occident, pour compenser et tenter de relancer le commerce, a usé d'une marchandise qui ne nécessite pas de production particulière, la marchandise humaine. Au Moyen-Âge, l'Europe occidentale expédie des esclaves en place d'or et d'argent. Fernand Braudel. Délaissant momentanément l'or, les textiles, les épices ou les aromates, peut-être conviendrait-il de revenir à la question chère à Verlinden, à savoir les esclaves et leurs négoces, ce bétail à visage humain, comme écrivait Pierre Bonassi. Les sources arabes, grecques et latines les signalent partout, y compris les sources juives. Philippe Sénac. Mais qui exactement était au cœur du circuit ? Au départ, cette traite était organisée par des marchands syriens ou égyptiens, de confession chrétienne majoritairement, ou juives dans une moindre mesure, que l'on appelait les Syries. Ces Syries vivaient dans l'actuelle Palestine. Ils seront chassés et remplacés par ce que l'on appelle les Radanites. Les Radanites étaient des commerçants juifs. Radanite en persan signifie celui qui connaît les routes, et ici plus particulièrement les routes organisant la traite. Les Radanites étaient les garants des liaisons commerciales du monde musulman, et l'hébreu devient vite une des langues principales du commerce international. Donc on a vu quel était l'objet, on a vu quels étaient les rabatteurs, on a vu quels étaient les clients. Mais il y avait des grands organisateurs, il y avait des logisticiens, il y avait des banquiers. Et ces organisateurs, ces logisticiens, ces banquiers étaient fréquemment des marchands israélites de Hollande. Il n'y avait pas que, mais ils avaient un rôle extrêmement important à ce moment-là. Ces marchands juifs qui parcouraient le monde, et la diaspora permettait d'avoir un réseau, on les appelait des Radanites. C'est un mot qui a disparu. Les Varegs pour les Vikings rabatteurs, les Radanites pour les Juifs marchands. À l'époque, tout le monde connaissait ces mots-là. Il faut relever que les marchands juifs ne payaient aucun droit commerciaux. De ce fait, ils devinrent rapidement les élites financières et parfois politiques de l'Empire musulman et de l'Espagne de la Reconquista. Oui, ils ont joué sur tous les tableaux, quoi. Le grand commerce se fait dans l'Empire franc par personnes interposées, les marchands juifs. Robert Latouche. Sous l'influence de l'appel-party des riches métropoles du monde musulman en plein développement, le commerce extérieur de l'Occident barbare a changé de sens et d'acteur. D'importateur, il est devenu exportateur et de passif, actif. L'or qui fuyait vers l'Orient pour payer les marchandises précieuses, soit riz, ivoire, épices, qu'importaient les marchands levantins, les Syriens, afflue maintenant en Occident pour acheter des esclaves, les armes, les fourrures, que les marchands occidentaux et nordiques, les juifs de l'Empire carolingien, les Italiens, les Anglo-Saxons, les Scandinaves, exportent vers le monde musulman. Maurice Lombard. Mais reprenons une carte de l'Europe du XIIIe siècle, puisqu'à cette époque, l'organisation du commerce va énormément changer, à tel point que l'Europe de l'Ouest se verra exclue de la traite, exclue volontaire ou par pure évolution du marché, difficile à dire.
La principale zone d'approvisionnement d'esclaves reste malgré tout l'Europe de l'Est, des Balkans à la mer Caspienne. En Méditerranée, les routes de l'esclavage ne sont en effet plus essentiellement nord-sud. Les flux entre l'Est et l'Ouest sont également très importants et vont au XIVe siècle jusqu'aux Canaries et à l'Atlantique. Signe de l'importance de ce nouvel axe, c'est ici que se localisent les régions d'esclavage intensif avec déjà une économie de plantation. Au Royaume d'Orient, issu des croisades, s'ajoutent les trafics des Vénitiens, organisateurs d'une traite des chrétiens hérétiques et orthodoxes. Les marines italiennes dominent la mer Méditerranée du XIIIe au XVe siècle. La cité de Gênes fait de la mer Noire sa chasse gardée en installant une série de colonies le long de son pourtour. Gênes participera activement à l'achat et à la vente de slaves orthodoxes, mais Venise joue aussi un grand rôle dans la traite. Le trafic des esclaves avec le monde arabo-musulman fait en partie la richesse des républiques maritimes italiennes comme celle de Gênes et de Venise. Et aujourd'hui, il reste encore des marques de l'implication de ces cités dans la traite. À Venise, il y a la fameuse rive des esclavons, Riva degli Schiavoni, ou encore à Palerme avec le quartier des esclavons, Harat as-Sakaliba, justement en arabe. Par la suite, du XIVe au XVIIIe siècle, le monde musulman, qui se sera uni sous un empire, l'Empire ottoman, poursuivra la traite de différentes façons. L'Empire ottoman imposa par exemple aux Grecs le devshirme ou ramassage. Le peuple grec était contraint de fournir chaque année des enfants de moins de 5 ans qui seront ainsi éduqués à l'islam et destinés à être esclaves dans un but militaire ou administratif. Ou les deux. De plus, les fortes puissances maritimes des villes d'Alger, de Tunis et de Tripoli effectueront de nombreuses razzias dans les contrées européennes. On peut prendre ici l'exemple de l'Islande. 4 navires de corsaires nord-africains attaquent divers points de l'Islande. Grindavik et Bessastadir sont pris d'assaut. Les pirates sont sans pitié. Plus d'une centaine d'Islandais périssent sous leurs coups. De nombreux Danois sont faits prisonniers. Le 16 juillet 1627, le glas sonne pour les îles Westman. Ici, le massacre est sanglant. Il restera dans les mémoires comme le raid des pirates turcs. En Afrique du Nord, la piraterie est autorisée par les gouvernements locaux. Une situation qui découle directement des conflits qui opposent depuis le XVIe siècle l'Europe chrétienne et les nations musulmanes du Maghreb. Cette guerre qui ne dit pas son nom s'est propagée jusque dans l'Atlantique. Le monde musulman se considère en guerre avec la chrétienté. Pour eux, c'est le djihad, la guerre sainte. C'est pour cela qu'a été créée cette piraterie. Elle permettait de puiser des esclaves dans le vivier des prisonniers de guerre pour les vendre dans les pays arabes. De notre point de vue, ces captifs étaient plus des esclaves que des prisonniers à cause de la façon dont ils étaient traités. Tunis est alors un État esclavagiste qui vit de la traite. On y vend à la fois des esclaves noirs qui arrivent avec les caravanes du Sahara et des chrétiens. Il y avait également à Al-Berka, dans la Médina de Tunis, un grand marché d'esclaves. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et là aussi, on vendait, c'était 18e, 19e siècle. Tous les esclaves étaient vendus là. Alors maintenant qu'on a une idée plus précise des acteurs, des grandes villes-étapes et du sens global de la traite, est-ce qu'on a des chiffres concernant le nombre de personnes touchées? En fait, on sait pas. Mais nous disposons de données parcellaires, comme celles issues d'une encyclopédie ukrainienne, parue en 2002, et qui estime entre 2 millions et 2 500 000 les habitants d'Ukraine, de Moscovie et de Biélorussie, razziés par les Tatars de Crimée de 1482 à 1760 à destination de l'Empire ottoman. D'après Skirda, ce chiffre s'élèverait à environ 5 millions de personnes pour cette même région pendant toute la durée de la traite. Donc on ne peut qu'imaginer l'ampleur de ce phénomène sur la totalité de l'Europe. Phénomène que nous ne devons ni négliger ni occulter. Mais n'arrêtons pas l'histoire là, car le sujet de la vidéo, c'est bien la traite des Européens, et non la traite des Slaves, qui ne sont qu'une partie de l'Europe. Les échanges pendant un millénaire qu'il y eut entre le monde occidental et le monde oriental ne représentent pas la totalité de cet esclavage. En effet, nous pouvons prendre l'exemple de l'Irlande du XVIIe siècle sous Cromwell, ce cher Cromwell qui se débarrassa d'une grande partie de sa population qu'il envoya paître dans les colonies en Nouvelle-Angleterre, ou en enfer, c'était au choix.
Le dictionnaire d'Oxford définit comme esclave toute personne appartenant légalement à une autre et contrainte à une obéissance absolue. Pour simplifier, il s'agit d'homme-objet. Ainsi, les serviteurs blancs furent les premiers esclaves en Amérique et c'est sur leur travail et plus tard sur celui des Afro-Américains que la nation a été bâtie. Aujourd'hui, des dizaines de millions de blancs américains sont des descendants d'esclaves. Don Jordan et Michael Walsh. Lorsque nous cessons d'être aveuglés et lorsque nous regardons clairement les ombres sanglantes du passé américain, nous reconnaîtrons pour la première fois que les Afro-Américains, qui étaient si souvent les derniers libérés, n'ont pas été les premiers esclavagés. En effet, nous découvrirons que les Afro-Américains ne furent que les troisièmes esclavagés. Ils héritent de leur chaîne, en quelque sorte, de leurs prédécesseurs qui étaient rouges, les Amérindiens, et blancs, les Européens. Lyron Bennett. Mais j'aimerais savoir pourquoi en 15 ans de scolarité, nous n'avons même pas mentionné cette traite qui pourtant a décimé des peuples et c'est un euphémisme. Bon après je ne veux pas faire de compétition victimaire, mais dans la complainte en tout cas, il semblerait qu'il y en ait de plus doués que d'autres. Bon mis à part ça, peut-être que cette omerta sert un dessein politique. Ou alors elle est juste pas bankable. C'est une instrumentalisation spectaculaire de l'histoire. Mais si nous pouvons à notre modeste échelle bien expliquer qu'on n'a pas été les seuls, parce que Louis est bien d'accord pour dire que ça peut compter de comprendre qu'on n'a pas été les seuls, eh bien, on aura fait quelque chose d'utile. Et je pense que cette conférence sur ce thème, c'est très important, parce que contrairement à ce que tu as dit, je pense qu'on a donné à la souffrance une couleur. Et tant qu'on verra en moi, un descendant d'esclavagistes, et en toute personne noire, un descendant d'esclaves, je crois qu'on ne réglera jamais le problème dans notre petit pays. Et au-delà, la Guadeloupe, etc. Et pour ma part, avec d'autres, on essaie de militer pour que justement l'histoire, je considère quelque part qu'on l'a réécrite, l'histoire de nos pays, et que je pense qu'on a tout intérêt tous à travailler pour faire découvrir des facettes que nous ignorons, mais que beaucoup de gens souhaitent que nous continuions à ignorer. En tout cas, merci. Camarade, cette vidéo s'achève. Merci pour ton écoute. Si tu veux soutenir, un Tipeee sera en lien en fin de description. Mais n'oublie pas, fais passer l'info.